Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous ne pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui après l'arrivée finale de la Vuelta, ce Tour d'Espagne 2022 remporté par Remco Evenepoel, le Belge qui est devenu le premier Belge à remporter un grand tour depuis plus de 40 ans. On va donc bien évidemment revenir sur la façon dont Remco Evenepoel a construit son succès, sur ce que cette Vuelta va représenter également dans sa carrière et dans son avenir. On va pas évidemment parler que de Remco Evenepoel, puisque c'est pas le seul à avoir marqué cette Vuelta. On aura les autres coureurs placés au général, comme Enric Mas qui avait fini deuxième à 2 minutes d'Evenepoel. Les jeunes placés au général, ils étaient assez nombreux, également les sprinters avec le triplé de Mats Pedersen, mais aussi un petit bilan des Français pour terminer dans ce podcast débriefing de la Vuelta, et pour faire ce débriefing en long, large et bien complet de ce Tour d'Espagne, j'accueille avec grand plaisir 3 de nos spécialistes du groupe Eto. Théo pour commencer, salut Théo. Salut à tous. On est aussi avec Louis, salut Louis. Salut tout le monde, et je tiens à dire que la semaine dernière, j'avais dit que Remco Evenepoel allait tenir avec son maillot rouge, et c'était le cas. Bon, tu avais peut-être pris le pari le moins grosse osé, prise de risque, on est d'accord. Et on complète l'équipe avec Geoffrey qui était pas avec nous la semaine dernière et qui revient requinqué par le Grand Prix de Fourmies. Salut Geoffrey. Salut à tous. Et, ouais, bien requinqué par Fourmies. On pourrait dire, à mon avis, il y aurait plus à dire sur Fourmies dans l'ensemble que sur la Vuelta. En prenant en compte les deux courses, hommes et femmes. Ça m'étonne pas de toi, bien sûr. Ouais, ça m'étonne pas de la Vuelta non plus. Après, la dernière semaine a pas été la plus passionnante des trois. Bon, très bien, avec tout ça, vous avez le programme. Attention au départ à Chasse Patate, c'est parti. Alors justement, avant de rentrer sur la course et le général, et notamment Remco Evenepoel, Geoffrey, ta remarque en intro me faisait penser une petite question. Sur le niveau des 3 grands tours qu'on a eu cette année, le Giro, le Tour de France et la Vuelta, où est-ce que vous mettriez la Vuelta qu'on a eu cette année, en termes de... 4ème sur 3, d'accord. Ouais, c'est l'équivalent d'un Michael Woods au sprint, quoi. Ils sont à 3, il finit 4ème. Non, mais on rigole un peu. La Vuelta, c'est considéré comme un grand tour parce que ça fait 3 semaines, mais historiquement, c'est très nettement en dessous du Giro et du Tour. En termes de plateau aussi, en fin de saison, c'est moins pire que ce que ça a pu être depuis quelques années, mais ça reste globalement soit un tour pour en révéler quelques grimpeurs, soit l'épreuve de rachat pour certains, après une saison qui peut avoir été un peu ratée. Et là, cette année, on avait encore un plateau un peu moindre, ce qui peut donner des choses intéressantes. Malheureusement, le parcours, voilà. Mais... En vrai, je suis pas particulièrement d'accord sur le plateau. Il est pas moindre. Enfin, en gros, je suis d'accord sur le fait que c'est souvent des coureurs qui veulent se rattraper avec qui n'ont pas forcément réussi tous leur saison et qui veulent se rattraper sur la fin. Mais quand tu regardes le plateau initial, franchement, il est pas moins bon que celui du Giro. Le Tour, on met à part, parce que le Tour, clairement, en termes de plateau, il est au-dessus. Mais il est pas moins bon que celui du Giro. Est-ce que c'est peut-être pas aussi le fait de le plateau de ce qu'on a encore au final, avec des coureurs qui ont quitté la course? Ce que je veux dire en termes de plateau, c'est en termes de plateau compétitif. T'as une belle start list, mais t'as plein de coureurs qui sont là, mais qui sont plus vraiment là, quoi. Alors, tu regardes certains, effectivement. Oui, t'as Landa. Mais un Mikel Landa, un Alejandro Valverde, un Thibaut Pinot, franchement, même un Thiago Gegenhardt, ils sont pas sur la Vuelta. Est-ce que tu vois la différence? Landa, non. Valverde, pas trop. Mais Pinot, il a fait des choses parce qu'on est français et qu'on l'a regardé, évidemment. Voilà. Mais après, t'as des coureurs qui sont pour Menguis, mais bon, c'est pas ça qui va renverser la course non plus. Ouais, non, Menguis, je trouve qu'il a plus pesé que Pinot. Oui. Il a une étape déjà. Déjà. C'est ça. Il a une étape et il a un top 10 au général. Top 11. Non. Top 11. Ah non, il a pas réussi à revenir sur la dernière étape. Comme dirait Thibaut Pinot, ça existe ça, top 11?
Et ouais, non, mais je sais pas, moi, quand je voyais Simon Yates qui aurait pu faire un truc, franchement, de base, la Starty, j'étais pas forcément truc, mais après, c'est sûr que cette Volta, elle a été décevante. Enfin, c'est le moins bon des 3 de cette année, assez largement. Parce que vraiment, en fait, la 3e semaine était tellement soporifique que voilà, on s'est contenté d'une attaque d'Almeida à 90 bornes tout seul, et puis c'est à peu près tout ce qu'on a eu, quoi. Est-ce qu'il s'est pas limite passé plus de choses parce que vous trouvez que le spectacle était pas incroyable. Est-ce qu'il s'est pas passé plus de choses dans la lutte pour le général que sur le Giro? Là, pour le coup, avec le Giro de cette année, en termes de niveau chiant, c'était quand même assez équilibré pour les deux. Hein. Entre un où tout le monde attend la dernière étape parce que le plateau était fait comme ça, et là, celle-ci où la météo dans les Asturies a permis déjà d'en mettre de partout et de mettre Evenepoel sur un piédestal. On y reviendra sûrement après, mais peut-être qu'un mec comme Roglic, s'il n'a pas son abandon, aurait pu mettre un peu plus le bazar et amener un peu plus de suspense, parce qu'il avait commencé à revenir un petit peu. Il se passe une autre étape où Evenepoel se retrouve à être mis en difficulté par Roglic et il se rapproche à moins d'1 minute. Là, c'est plus la même avec l'optique des dernières étapes. Là, ils étaient tous à 5 minutes sauf Enric Mas, et voilà quoi. J'ai rien de particulier contre Enric Mas, vu comment il court, j'ai rien de particulier pour lui non plus. Louis, de ton côté, comment est-ce que tu placerais cette Vuelta dans la hiérarchie des Grands Tours 2022? Bah, à l'instar de Théo, 3e position. Pareil, j'ai pas été emballé plus que ça par la course. Pourtant, j'ai essayé d'y mettre un intérêt. J'ai regardé quasiment toutes les étapes comme je le pouvais. Mais voilà, non, j'ai pas eu de moment frisson. Bah, allez, peut-être le final, justement, où Roglic tente de mettre en difficulté Evenepoel, avec derrière la crevaison du Belge et puis la chute de Roglic, où là, oui, c'était 3 minutes bien intenses, mais sinon non, c'était pas top. Alors après, on aurait pu penser à un petit revirement de situation sur les étapes pour Remco perdre du temps, mais finalement il a bien réussi à gérer son effort, et derrière évidemment je pense que la chute de Roglic nous prive d'une possible bataille en dernière semaine, mais bon voilà, après sur la victoire en soi, Remco la mérite amplement, mais au niveau du spectacle, c'est vrai qu'on peut rester un petit peu sur notre faim. On n'a pas vécu une Vuelta légendaire. Alors justement, concernant Remco Evenepoel, on va se pencher sur le cas du Belge. Comme je l'ai dit en introduction, il fallait remonter à 1978 pour voir un coureur belge remporter un grand tour. C'était à l'époque Johan de Muynck sur le Tour d'Italie. Donc ça remonte en termes historiques. Remco Evenepoel, il comble un sacré trou dans le palmarès belge sur les grands tours. Voilà pour ce qu'a réussi à faire Remco Evenepoel, remporter une Vuelta à 22 ans pour sa 4e année professionnelle. Et sur la façon dont il a couru, sur la façon dont s'est déroulée la course, comment est-ce que vous décririez la victoire de Remco Evenepoel sur cette Vuelta? Facile, en un sens. Il a su se montrer très costaud très tôt, et les autres ont pas osé rivaliser, peur de se prendre un retour de bâton très tôt. Roglic avait rien à perdre et c'est le seul qui a vraiment tenté quelque chose, peut-être le seul aussi qui avait les capacités physiques de le faire à certains moments, mais à aucun moment on l'a senti vraiment en difficulté. Ça restait avec l'éventualité d'une défaillance soudaine, parce qu'on a toujours cette crainte éventuelle pour un coureur qui est dans la première fois en mesure de gagner un grand tour sans qu'il n'ait de vraies références sur 3 semaines auparavant. Et il restait que ça pour changer la donne. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où Roglic n'était plus là, je voyais pas Enric Mas, Ayuso, Lopez ou un autre renverser la course. Alors, je pense que Remco, moi, il m'a quand même pas rassuré lors de l'étape 14, où il perd quand même quasiment 1 minute. Du coup, il y avait quand même une sorte de sérénité dans sa gestion de course, etc. Mais quand tu disais on n'est pas à l'abri d'un truc, là en vrai la crainte elle était quand même un peu fondée, parce qu'on avait vu qu'il avait déjà pu un peu craquer un petit peu une fois, et on aurait pu se dire que voilà, après 3 semaines il aurait pu je sais pas, avoir un coup de moins bien un jour. C'était pas improbable, c'est ce qu'on disait de toute façon la semaine dernière. Après c'était voilà quoi, il restait quand même serein, mais voilà, on se questionnait, on se disait on n'est pas à l'abri d'une défaillance de sa part, et c'était pas infondé, je trouve. Donc on a du facile pour Geoffrey, un avis un peu plus nuancé pour Théo. Oui, ça restait facile, hein, il restait facile, mais juste
Enfin voilà, c'était pas non plus parfait, une route tout droite et tout allait bien, quoi. Louis, de ton côté, où est-ce que tu te places par rapport à ça? Plutôt dans la partie nuancée, facile, mais pas totalement, dans le sens où il a quand même été mis en difficulté, donc sur l'étape 14 et 15, ou même le soir de l'étape 14, je crois que c'est ce que j'avais déjà dit la semaine dernière, mais je m'attendais peut-être à une bonne craquante sur l'étape 15 avec l'arrivée en altitude. Mais là où il a forgé son succès, c'est justement le fait d'avoir géré ces deux étapes où il a vécu des moments difficiles. Là où peut-être certains auraient explosé, Remco il a plutôt bien tenu et voilà. Après derrière, évidemment on l'a dit, mais la chute de Roglic lui facilite un peu la tâche pour la dernière semaine parce que bon, Enric Mas, voilà, on n'a rien contre lui, mais il a jamais été au-dessus du niveau d'Evenepoel sur la dernière semaine. Donc derrière, c'était du tout cuit dès l'instant de l'abandon de Roglic. Et après aussi le parcours qu'il y a eu au cours de cette Vuelta, ça lui convenait parfaitement. Oh bah oui, forcément, on n'avait pas d'enchaînement de col. Après, honnêtement, d'accord, le parcours était pas forcément propice à des renversements de situation, mais de toute façon, j'ai l'impression que c'était le plus fort et ça se confirme par sa victoire avec le maillot rouge sur la 19e étape, il me semble. Voilà, personne n'était au-dessus d'Evenepoel sur la dernière semaine, donc on ne saura jamais pour Roglic, mais en tout cas, sur ce qu'on a vu, personne ne pouvait rivaliser et faire tomber Evenepoel. Le parcours, c'est un parcours qui permettait de bien envoyer des watts avec soit de la grosse pente où il faut dérouler et y aller à fond sans trop réfléchir, soit des cols interminables avec une route hyper large du 5% de moyenne. Donc ça se prêtait pas nécessairement à un grand spectacle non plus. Les seuls qui variaient un peu, on peut voir des choses différentes, type la Sierra de la Pandera avec une montée beaucoup plus irrégulière. Une étape comme la dernière, quoique encore les cols n'étaient pas nécessairement les plus forts, mais typiquement en milieu d'étape, un Roglic aurait pu tout faire péter et tenter de prendre tous les risques, parce que il a déjà montré sur certaines courses, surtout en plus là sur la Volta qu'il avait déjà gagné 3 fois, faire 2 ou 3 ou 5, il s'en serait foutu complètement. Donc là, il aurait pu avoir peut-être un retournement de situation. Sinon, derrière, peu de choses pour mettre pour les défauts. Justement, à quel point l'abandon de Primoz Roglic après sa chute à l'arrivée de la 16e étape a pu changer les choses pour Evenepoel. Est-ce que, en forçant un peu le trait, on peut dire que cette chute, elle a aidé Evenepoel? Aider, non, mais ça l'a privé de son principal concurrent pour le maillot rouge, surtout que Roglic était prêt à prendre le risque de tout perdre pour essayer de renverser Evenepoel. Alors que Enric Mas, bon, voilà, on n'a jamais senti un mouvement de course collectif pour essayer de renverser la situation, alors que Roglic était prêt à ça, avait certainement de très bons éléments. On a vu un super gazing en dernière semaine, donc ça aurait pu, voilà, en tout cas, on aurait pu avoir une belle bataille finale, mais bon, voilà, on l'a pas eu. Mais on peut pas dire que la chute a aidé Evenepoel en soi, juste ça l'a facilité. C'est ça, ça lui a facilité la tâche. Ça lui a pas aidé à comprendre. C'est un peu le détail de tout ce que tu racontes quand même. Au final, ça l'a aidé, parce que justement, il a plus de rival, il se retrouvait avec un mec qui avait rien à perdre, qui était à 1 minute et qui avait un coéquipier hyper solide, alors que derrière, comme tu le dis, il y a Mas qui est à 2 minutes, Ayuso, Rodriguez, Lopez. Voilà, c'est pas nécessairement quelque chose qu'il a voulu, mais ça l'a aidé énormément. Il avait plus de rival, il avait plus de concurrent direct. Il y avait Enric Mas qui, il lui a peut-être repris 2 secondes sur une étape, et sinon il était à chaque fois dans la roue à l'arrivée. Et il lui a repris au total à peu près 1 minute sur les étapes de la Sierra de la Pandera et de la Sierra Nevada. Mais il en avait... Mais sur la dernière semaine, il a repris. Oui, il a juste repris 2 secondes à l'avant-dernière étape. Donc ça a pas changé grand-chose. Pour rester sur Remco Evenepoel, avant d'aborder le cas d'Enric Mas, qui a quand même signé un 3e podium sur la Volta, Remco Evenepoel, justement, sur ces 2 étapes dont vous avez un peu parlé, les étapes 14 et 15, Sierra de la Pandera et la Sierra Nevada, on l'a vu un peu plus en difficulté sur ces 2 arrivées, sur ces 2 étapes. Il a perdu au total 1 minute sur Roglic et sur Mas sur ces 2 arrivées combinées. Mais auparavant, la première semaine et ensuite la dernière semaine, on l'a pas vu en difficulté. Comment est-ce qu'on peut expliquer que sur ces 2 étapes-là, il ait été un peu plus en difficulté? Il est tombé.
Et il a été physiquement un peu moins bien, il s'en est remis petit à petit, et le repos lui a fait du bien, du coup en dernière semaine il était nickel. À mon avis, ça se limite à ça. On pouvait craindre sur le moment que c'était l'accumulation des jours de course, mais la 3e semaine, avec en plus sa victoire d'étape, a confirmé que les 3 semaines ça lui posait pas de problème. Pour moi, ça a juste dû être une infériorité physique due à sa chute. Il y a peut-être aussi quand même l'irrégularité de la pente sur la Sierra de la Pandera que tu avais évoqué, qui lui convient quand même moins bien. C'est pas le truc où un mec qui envoie juste des watts faire, c'est un peu plus un truc de pur puncher et pur grimpeur, pardon, et ça peut jouer. Mais après, c'est sûr que a posteriori, une fois qu'on a vu toute la Volta et qu'on a vu qu'il était quand même très fort en 3e semaine, c'est la raison principale, c'est je pense la chute, oui. Est-ce qu'il peut pas y avoir aussi avoir le fait que ça soit les 2 montées les plus longues qu'il y a eu sur cette Volta, quasiment 20 km, voire un peu plus, c'était des efforts beaucoup plus longs que sur les autres étapes, ça a pu jouer? Il est pas mal dans le contre-la-montre non plus, et quand c'est quelque chose de très roulant, il se met en route et c'est parti, pas de problème. L'irrégularité de la pente, dans le premier cas pour la Sierra de la Pandera, et un peu aussi par la Sierra Nevada, quoique une fois qu'on avait passé la première partie très raide, ça devenait beaucoup plus roulant. Et encore, la Sierra Nevada, il n'a pas perdu non plus énormément. Pour moi, clairement, oui, il y a des étapes qui lui souriaient plus que d'autres, qui étaient plus dans son registre, mais globalement, il a perdu beaucoup de temps à cause d'un pépin physique. Oui, parce qu'il avait chuté sur la 12e étape, il était marqué un petit peu au niveau de la cuisse droite, il me semble. Il a même couru avec un gros bandage qu'on voyait en dessous du cuissard. Alors c'est sûr que c'est tombé sur les étapes qu'il a vantagé le moins, et sur les étapes où ça a bougé, où ça a essayé de tenter des choses. Non. Mais justement, il a réussi à très bien limiter la casse. C'est ça, il a limité la casse, il perd pas trop de temps non plus sur les étapes qui étaient moins en sa faveur, et derrière il se remonte le plus fort dans la dernière semaine. L'arrivée à l'Alto de Piornal, voilà, quoi, on a juste une montée très roulante, et il se retrouve à être le plus fort, et il assomme complètement Racing qui sur un autre tracé peut-être plus irrégulier aurait pu tenir face au retour d'Evenepoel. Même Mas n'a pas le jump pour faire quoi que ce soit et lui rivaliser la victoire d'étape. Ce qui fait d'ailleurs, tiens, quand on disait que Mas avait repris du temps, avec les bonifs, il a dû perdre du temps. Alors au total, sur la dernière semaine, Enric Mas a perdu 1 seconde. Donc, si on revient sur l'opposition face à Evenepoel, ça a été quand même bien limité. Après aussi, un élément qu'on peut prendre en compte, remarquer, c'est l'équipe Quick-Step a pas forcément énormément de grimpeurs, pas forcément autant de puissance collective que d'autres équipes comme UAE, comme Jumbo-Visma. Mais pour le coup, ils ont réussi à être plutôt solides avec les quelques coureurs qui étaient aux côtés d'Evenepoel, avec notamment Ilan Van Wilder et Julien Alaphilippe avant qu'il abandonne. Ouais, faut aussi souligner Louis Vervac et puis Fausto Thomas Nada. Pour le coup, ils ont plutôt bien géré là-dessus en les faisant anticiper la course sur certaines étapes, en les envoyant dans l'échappée. Et puis derrière, de les avoir en soutien d'Evenepoel un peu plus tard. Ça aurait pu être pire, honnêtement, mais voilà, ils s'en sortent plutôt bien, même si c'était pas exceptionnel. Mais c'était dur de faire mieux, en tout cas, avec le niveau de la Quick Step en montagne. Et justement, à l'avenir, est-ce que Quick-Step devra se fournir son effectif en grimpeur, entouré davantage Remco Evenepoel? S'ils veulent gagner d'autres grands tours que la Volta, ce sera inévitable. Sauf un Giro éventuel au parcours comme cette année, qui met à part Abel à l'envoi de Watt et de la montagne relativement limitée et tardive. Clairement, là, ils avaient l'équipe pour, parce que t'avais des bons petits grimpeurs, entre guillemets, sans vouloir leur manquer de respect, ou du puncher qui s'est envoyé sur quelques kilomètres, et après, il suffisait de laisser partir Evenepoel sur la montée finale. Sur un tour où on a plus de montagnes, sur un tour où on a une étape de montagne avec des cols longs et ou pentus, sans que ce soit nécessairement le dernier col, pardon, on peut se retrouver à avoir des situations de course où les équipiers sont nécessaires. Et surtout face à des plus grosses armadas. Enfin, on l'a vu cette année avec les Jumbo-Visma qui ont harcelé Pogačar sur l'étape du Granon. Evenepoel, s'il est scellé trop rapidement, il va pas faire long feu non plus, quoi. C'est ce que j'allais dire, justement, j'ai cité l'étape du Granon qu'on a eu sur le Tour. Un Evenepoel esselé dès le col du Télégraphe, faut qu'il s'accroche pour bien gérer des choses ensuite.
Oui, surtout qu'Evenepoel, pour l'instant, c'est pas aussi fort en plus qu'un Pogacar, quoi, en montée. Donc, ça craque même avant, quoi. Pas le même punch en tout cas, Oui. j'ai l'impression. Et justement, Remco Evenepoel à l'avenir, tu regardes pour l'an prochain, 2023, qu'est-ce qu'il aurait le plus intérêt à faire? Est-ce que ce serait euh, tenter sa chance sur le Tour de France, voir ce qu'il est capable de faire après avoir remporté son premier grand tour, ou rester sur l'objectif qui était défini avant cette Vuelta, à savoir faire l'an prochain le Giro et attendre un petit peu plus pour le Tour de France? À mon avis, ça semble presque déjà décidé qu'il sera pas spécialement sur le tour. Le Giro, à voir le tracé, mais selon comment ça va être, selon la présence plus ou moins forte de contre-la-montre, selon le tracé des étapes de montagne, ça peut valoir le coup de le tester sur le Giro. Il le gagne, tant mieux. Ça va pas, j'ai presque envie de dire tant pis. Et en ratant le Giro, il a l'occasion de se refaire la cerise d'ici la fin de saison et d'aller rechercher une deuxième Vuelta au mois d'août-septembre. Donc, quitte à vouloir essayer de confirmer sans trop brûler les étapes, et clairement, dans la gestion, progression de carrière d'Evenepoel, il a été devant très tôt, mais pour le plus haut niveau, à savoir le Tour de France, ne veut pas brûler les étapes. Donc je serais surpris de le voir sur les routes du Tour en juillet. Je pense il a plus de chances d'aller sur le Giro aussi, comme toi. Ça me surprendrait de le voir sur le Tour. Mais on va dire, ce que je jugerais être le mieux pour lui, c'est surtout d'attendre de voir les parcours du Giro et du Tour et de prendre celui qui lui convient le mieux. Si tout d'un coup j'y crois pas, hein, mais tout d'un coup on a vraiment des chronos bien longs sur un Tour, bah go, hein, faut y aller. C'est même si tu brûles un peu une étape, tu viens de gagner la Vuelta. Normalement, un mec qui vient de gagner la Vuelta, il peut se tenter sa chance sur le Tour de France. C'est pas grave. Après, si les parcours ils se valent, oui, je comprends et je pense que c'est mieux d'aller sur le Giro. Surtout que le Giro, moi j'aime bien, donc tant mieux. Louis? Alors déjà, je suis d'accord avec Théo sur l'attente de la révélation des parcours pour savoir lequel lui correspond le mieux. Et enfin, j'ajouterais un élément dont on pense pas encore, c'est que l'année 2024, ça sera assez spécial avec les Jeux Olympiques. Peut-être qu'il a l'ambition de viser le titre sous le chrono. Alors après, voilà, c'est dans encore très longtemps, mais imaginons, il veut vraiment une prépa full chrono de 2024. Est-ce que le tour est la meilleure chose à faire et donc peut-être faire le tour en 2023 et puis derrière faire une autre préparation différente pour les Jeux Olympiques 2024, donc peut-être le Giro, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a d'autres éléments qui peuvent rentrer en compte et pour lequel on n'imagine pas encore, mais en tout cas, voilà, juste l'année prochaine, on a encore une saison, on va dire normale. Avec un calendrier classique, mais l'année 2024 sera particulière, avec des coureurs qui viseront peut-être les Jeux Olympiques. Alors le parcours de la course en ligne convient pas forcément à des grimpeurs, mais le chrono, un Evenepoel peut nourrir des ambitions, au même titre qu'un Van Aert d'ailleurs. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait aussi influencer son choix de grand tour sur les 2 prochaines années. Louis, est-ce que tu as en tête le palmarès des Jeux Olympiques, du contre-la-montre aux Jeux Olympiques? Pour Tokyo, c'est Roglic, si je me souviens bien. Voilà, qui sortait du Tour de France. Mais je suis d'accord avec toi. Sorti Mais pas d'un tour pas complet. Pas complet, Oui. mais il était prévu initialement avec des objectifs sur le Tour. Cancellara, il était aussi sur le Tour. Wiggins, il était aussi sur le Tour. J'ai envie de dire encore avant, Cancellara, il était aussi sur le Tour. 2004, c'était Tyler Hamilton, il était aussi sur le Tour. Ça a foiré, mais c'était une préparation estivale voulue. Et 2000, c'est à part, les Jeux Olympiques étaient au mois d'octobre. Par rapport à ce choix Tour de France Giro pour l'an prochain, s'il ne découvre le Tour de France qu'en 2024, quand il aura 24 ans, est-ce que ça fait pas un peu tard justement pour un coureur qui veut remporter les grands tours, de découvrir le Tour à 24 ans, ou ça va pas changer grand-chose? Il y a 3 ans, j'aurais dit que ça aurait été tard. Maintenant, ça aurait été un bon moment. Maintenant, c'est vrai que quand tu vois l'émergence des jeunes, Dont il fait partie. Dont il fait partie, mais je veux dire, voilà quoi, tu vois, il y a un Ayuso qui vient de faire podium à 19 ans. Enfin, il y a quand même, c'est des trucs que moi on voyait pas il y a 10 ans. On voyait des jeunes bons, mais c'était pas la norme comme c'est devenu actuellement. Non, mais quitte à avoir une aura belge interne à l'histoire, s'il se retrouve à gagner son premier Giro à 23 ans et son premier Tour de France et sa première participation à 24, on va continuer à rappeler des répétitions par rapport à un certain coureur des années 60-70. Oui, c'est vrai. Les comparaisons pourraient continuer, mais bon, on en est encore loin. Il faut encore qu'il remporte un Giro, un Tour de France. Pour l'instant, il a seulement une Vuelta à son palmarès. Enfin, seulement.
c'est déjà beaucoup. Ah, il a une Vuelta, un Liège-Bastogne-Liège, 2 San Sébastien. 200 de Sébastien, même pour ce que ça vaut, un des Tours de Belgique, la classique de Bruxelles, et même plein d'autres petites courses d'une semaine. Un Tour de Pologne, un championnat d'Europe contre la montre. Algarve, Burgos, il en a plein. Quoi. Il y a déjà un bon palmarès après 4 saisons professionnelles, en tout cas Remco Evenepoel. Pour un coureur qui est aussi jeune et qui a eu un gros passage à vide par rapport à une blessure assez grave, ça a quand même de la gueule, quoi. Donc, et qui a commencé le vélo assez tard aussi. En plus, ouais. Donc, parce que c'est vrai que tout le week-end, on a vu pas mal de photos qui ressortaient de Remco Evenepoel quand il était capitaine des équipes de jeunes d'Anderlecht ou de la sélection nationale belge à 15-16 ans à peu près. Et puis par rapport à ce qu'on évoquait, à découvrir le Tour un peu tard, un coureur qui a découvert le cyclisme plus tard, ça peut pas lui faire de mal d'engranger plus d'expérience cycliste avant le Tour de France, ou en termes de tension générale, ça se retrouve à être compliqué. On a un coureur slovène qui a découvert le vélo professionnel relativement tard, qui a du mal à tenir sur un vélo et qui, en termes d'efficacité pour tenir dans les étapes de plaine, n'est pas celui qui amène le plus de confiance. Ça peut bien se passer, et malheureusement un craquage pour lui juste la veille de Paris, mais que ça peut aussi mal se passer. Un certain coureur slovène, triple vainqueur de la Vuelta, le dernier vainqueur du Tour d'Espagne avant Evenepoel justement. Donc peut-être la transition, tout est trouvé. Mais enfin voilà, du coup pour Remco Evenepoel, de toute façon, il y a encore plein de choses qu'il est capable de faire, qu'il aura à faire, et que l'avenir lui réserve. On va continuer à présent en parlant d'Enric Mas un petit peu. L'Espagnol vient de terminer pour la 3e fois sur la 2e marche du podium du Tour d'Espagne après 2018 et 2021. Qu'est-ce que vous en avez pensé d'Enric Mas qui est de nouveau 2e de la Vuelta? Pas grand-chose à dire. Hein. Voilà, il est 2e de la Vuelta, ça devient une habitude. Mais comme à chaque fois, il a jamais semblé en mesure de gagner la Vuelta. Et donc, c'est un peu l'histoire qui se répète. Là, c'était à la base le 3e plus fort derrière Roglic et Evenepoel. Il se trouve qu'il se finit 2e. Mais voilà, à chaque fois qu'il fait un grand tour, il semble jamais capable de passer la marche au-dessus pour gagner enfin le grand tour, quoi. Je trouve que c'est ce qui lui manque. Il est bon, il est constant. Bon, il prend pas trop de risques, mais il lui manque un peu de force, un peu de niveau, tout simplement, pour gagner un grand tour, même si c'est une Vuelta. Geoffrey, qu'est-ce qui lui manque à Enric Mas? Soit des capacités offensives, soit les jambes, tout simplement. Parce que c'est 2e place sur la Vuelta, c'est la 3e. C'est 3 podiums sur un grand tour sur une course de 3 semaines, mais c'est bien. Mais est-ce qu'à un seul moment, il a paru un candidat potentiel à la victoire? Pas vraiment. Et il risque de se retrouver à continuer à être le candidat à un podium sur la Vuelta et un top 10 sur le Tour de France, dans une forme d'anonymat relatif. Dans le sens où on va regarder le classement 3 ou 4 ans après, on va se dire « Ah ouais, tiens, Enric Mas, il était là !» Donc ça veut dire que pour toi, il lui manquera toujours un petit quelque chose, il tombera toujours sur plus fort que lui? Tant qu'il continue de courir de cette manière-là, en tout cas, c'est sûr. Parce que si on regarde cette Vuelta, on regarde les coureurs du top 10, même un peu plus loin, on peut se retrouver à avoir des choses à dire sur Uran, sur Mengues, sur Arensman, sur Arensman, même sur Miguel André Lopez ou Ayuso, il y aurait des petits trucs à dire. Pas énorme, mais il y aurait des petits trucs à dire, alors que Mas, à part dire, ouais, ça oui, il était à chaque fois juste derrière Evenepoel. Il a tenté d'attaquer à un moment, et c'était assez risible de voir comment il courait. Et c'est ça, quoi, c'en est presque triste. Les seuls trucs que j'ai en tête, les seules images d'Enric Mas que j'ai en tête sur cette Vuelta, c'est des trucs où son comportement est presque risible d'inintelligence tactique. Il y a l'étape 15 où il était fort quand même. Voilà, c'est l'étape 15 où il était pas mauvais, il a suivi il a suivi Lopez et du coup il a pu se démarquer et prendre pas mal de temps, mais voilà, c'est en tout cas moi c'est la seule chose positive à dire comme si tout est négatif, non, mais c'est la seule chose positive si ça avait été un contender, je veux dire pour la victoire, quoi. Et c'est la seule chose de
de potentiellement vainqueur qu'il a fait dans cette Volta. C'est ça qui est dommage, je suis d'accord, je te rejoins sur ça. Ou enfin, potentiellement vainqueur, c'est beaucoup dire. Hein. J'extrapole, mais voilà. Il aurait été en condition pour essayer de gagner la Vuelta. Les deux avec Miguel Angel Lopez, là, c'était un bon petit sketch de les voir roue dans roue à un coup. Je roule, ouais, non, je roule plus. S'ils voulaient gagner la Vuelta, fallait y aller full gas jusqu'au bout sans réfléchir, quoi. Bon, là, j'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup réfléchi non plus ce jour-là, les deux, mais quand même. En vrai, en fait, ça avait l'air, mais j'ai pas l'impression qu'ils se soient beaucoup arrêtés. Hein. C'est juste qu'à chaque fois que Lopez voulait que Mas prenne le relais, il se retournait en mode oh, tu fais quoi? Mais finalement, Mas il prenait le relais assez vite et Lopez le reprenait après. Sincèrement, ça paraissait un peu risible, mais dans les faits, je pense pas qu'ils aient perdu beaucoup de puissance, d'efficacité ou quoi que ce soit. Non, mais justement, un truc comme ça, les deux, enfin, t'as pas à l'extrapoler, à voir passer ce qui se passe derrière, à perdre tes nerfs pour quoi que ce soit. Faut y aller à fond et c'est tout, quoi. Et il y en a un qui fait un relais quelques secondes, le suivant, il passe dans la foulée et ça continue comme ça jusqu'à la ligne. Ils avaient pas à calculer quoi que ce soit, à se regarder de quoi que ce soit, parce que de toute façon, il y en a aucun des deux qui avait intérêt à attaquer, donc fallait juste y aller à fond jusqu'au bout. De toute façon, Rensman était trop loin devant pour qu'il revienne en plus, donc même la victoire d'étape, elle était pas jouable. Et, je vous espérais qu'ils avaient pas en tête de se dire il faut que je sois celui qui fasse deuxième de l'étape. Louis, de ton côté, est-ce que y aurait un moment, quelque chose que Enric Mas aurait pu faire pour... est-ce qu'il y avait la place pour Enric Mas pour aller gagner cette Vuelta? Ouais, comme ça, là, j'ai du mal à voir un moment où la situation était ultra favorable. Mais non, enfin, il était tout simplement moins fort que Evenepoel, voire moins fort que Roglic. Mais non, il y a pas, il y a aucun moment où j'ai senti Enric Mas prêt pour aller chercher la victoire. Vraiment, non, il a sa place, il a fait sa deuxième place à l'Enric Mas. Alors en plus, je sais plus comment je l'ai dit, mais il me semble que sur le podcast de présentation, je dis en mode ah ouais, Enric Mas, il va nous faire sa perf annuelle sur son tour national, en mode, enfin, comme si ça allait arriver, mais que j'y prêtais pas forcément attention et avec un peu d'ironie. Mais voilà, c'est une deuxième place à Enric Mas, présent mais pas forcément offensif, une jambe en dessous de la victoire et voilà, il a sa place. Après, il a réussi quand même à être régulier sur toutes les étapes de montagne par rapport par exemple à un Miguel Angel Lopez ou même à un Ayuso qui a eu plus de mal sur certaines étapes. Il va chercher sa deuxième place à la régularité tout de même. Bon, après Lopez de toute façon c'est un modèle d'irrégularité donc. Bah oui. Bon après on va pas non plus dénigrer la deuxième place, c'est quand même un podium de grand tour, puis surtout vu la saison d'Enric Mas, ça reste une belle performance, non? Ah oui, bien sûr, mais c'est plus la façon dont tu tournais la question. Tu disais 3 fois deuxième du Tour d'Espagne, comment est-ce qu'il peut faire pour gagner, etc. En vrai, c'est pas une solution miracle. C'est pas comme s'il avait paru fort et qu'il y avait tactiquement un truc qui allait pas. C'est juste que là, il semblait moins fort, quoi. Et on n'a rien d'autre. Enfin, en tout cas, moi, j'ai rien d'autre à dire, quoi. Il semblait moins fort. C'est juste qu'en quelque sorte, il est à son meilleur niveau, mais son meilleur niveau, il est juste un cheveu en dessous de la victoire, quoi. C'est ça. Fallait faire le Giro 2020 pour gagner, c'est tout. Un gros cheveu, mais au final, ouais, moi aussi j'ai été très violent dans ce que j'ai dit, mais c'est par rapport à ta question. S'il continue d'être comme il part à des deuxièmes places sur la Vuelta, il a de quoi dans sa carrière en récupérer encore 3 ou 4 peut-être. Maintenant, faudrait vraiment qu'il y ait un plateau très faible qui soit en mesure de gagner, parce qu'il y aura toujours meilleur grimpeur que lui. On verra comment Enric Mas évoluera dans son niveau et dans son comportement en course, s'il arrive à montrer un comportement un peu plus offensif, pour essayer d'aller chercher une victoire sur un grand tour. Et on va finir sur le classement général en parlant, on a évoqué un petit peu avec Remco Evenepoel, mais les jeunes qui sont très présents dans la lutte pour le général, si on regarde les 7 premiers au classement général, eh bien on en a 5 qui ont moins de 25 ans. On a Remco Evenepoel, 22 ans, Juan Ayuso, 19 ans, Joao Almeida, 24 ans, Thymen Arensman, 22 ans, et Carlos Rodriguez, 21 ans. Est-ce que c'est le marqueur de l'émergence d'une nouvelle génération qui va au-delà bien sûr des coureurs qu'on a eu sur cette Vuelta? L'émergence, je pense pas, parce qu'on a également le cas Pogacar depuis 2 ans. Bernal est un petit peu plus vieux, mais on a ces coureurs qui sont déjà aux avant-postes depuis 2 ans. Alors encore plus sur cette Vuelta. Voilà, tu cites Evenepoel, Ayuso, Almeida, Arensman, Rodriguez.
Mais c'est pas l'émergence totale puisque ces coureurs sont déjà à un super niveau depuis quelques temps. Enfin, selon moi. Même si par exemple, à Rodriguez, je l'attendais absolument pas à ce niveau. Et d'ailleurs, c'est bien dommage qu'il soit tombé sur la dernière semaine parce que j'aurais été vraiment curieux de voir à la régulière comment il aurait pu tenir. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il vienne chercher un si bon résultat. Geoffrey? Mais et puis pour l'émergence d'une nouvelle génération, au final, c'est le bilan qu'on se faisait un peu sur le Tour, un peu sur le Giro, et puis un peu aussi l'année dernière, et un peu sur les classiques. Ça met plus, à mon avis, en avant l'idée que la catégorie des meilleurs jeunes qui est au moins de 25 ans serait à revoir. Parce que ça fait combien de grands tours où le vainqueur du classement des jeunes, c'est celui qui gagne le classement général. Ah, il y a eu Hindley qui était pas meilleur jeune, mais bon, pas beaucoup. Ouais, il a eu 26 ans cette année. T'avais la même avec Vingegaard sur le Tour. Il y avait Roglic sur les derniers Tours d'Espagne. Mais Oui, non, mais je veux dire, dans la Mais présence oui. de beaucoup de jeunes coureurs dans les toutes premières places, on n'est pas comme il y a 15 ou 20 ans où le meilleur jeune du Tour, c'est celui qui fait 5e, 8e, 12e, voire plus loin, quoi. Mais du coup, je propose la création d'un maillot pour le meilleur de coureurs de plus de 30 ans. Parce que du coup, on les voit beaucoup moins sur les podiums de Grand Tour. Donc pourquoi pas après le meilleur jeune qui est maintenant. ça aurait été Ouran cette année. Bon, c'est beau pour Ouais, lui. bah ouais. Et voilà, un 9e du général, c'est pas mal. Enfin, Ah ouais. Non, arrête, avec- et tu mets un objectif comme ça, Ouran, il va arrêter de retourner dans les échappées, il va arrêter de... Mais, Après, mais, juste d'un point de vue règlement ICI, il n'y a rien qui oblige le 4e maillot à être le classement du meilleur jeune. Oui, tout à fait, puisque c'était le cas jusqu'à il y a quelques années seulement. Sur la Vuelta, c'était un classement du combiné. Classement général autant comme premier maillot, classement général par points pour le deuxième, classement des grimpeurs au sens large pour le troisième, ça c'est quelque chose qui est obligé dans la hiérarchie des maillots. Le 4e maillot peut être n'importe quoi. Et puis, on en avait parlé un petit peu dans le quiz du dernier live sur le Tour de France. Il y a possibilité de faire plein de classements, possibles. Il y a possibilité d'aller très loin dans le n'importe quoi. Donc voilà, bon, au final, voir comme ça 5 coureurs de moins de 25 ans aussi actifs dans la lutte pour le général de ce Tour d'Espagne, ça vous a pas tant surpris que ça? bah, moi, je vais nuancer quand même. Parce que, en fait, j'aurais tendance à enlever Almeida de l'équation. Et en fait, quand on enlève Almeida de l'équation, ça peut être l'émergence de la génération née en 2000 et après. Parce que là, Evenepoel, on le connaissait, il était fort, etc. Mais c'est la première fois sur un grand tour. Ayuso, pareil, on en avait entendu parler, mais pareil, c'est la première fois sur un grand tour. Aronsman, pareil. Et Rodriguez également. Là, je Arensman pense qui est que né c'est- en 99, enfin un mois après, mais... Ah ouais. Mais parce qu'il est né, voilà, il est né fin d'année. Mais oui, en tout cas, c'est la génération, on va dire un an après, même s'il est peut-être de la même année que Pogacar, il est né, on va dire, voilà, il y a quand même un certain écart. Et voilà, c'est la génération qui, là, je trouve, émerge juste après Pogacar. Et voilà, je pense qu'on peut considérer cette Vuelta comme une émergence de cette génération-là. Mais c'est très restreint, quoi. C'est vraiment, faut restreindre ça à, on va dire, du coup, si c'est pas 2000, on va dire décembre 99. Mais Bon ben voilà, en tout cas pour ces jeunes coureurs, et puis pour une bonne partie, c'était le premier grand résultat sur un grand tour. Evenepoel n'avait pas fini le Giro 2021. Ayuso, Rodriguez, c'était leur premier grand tour. Arensman également, première perf et première victoire sur un grand tour, qui vient couronner une belle saison pour le néerlandais de la DSM. Donc voilà pour le bilan d'ensemble que l'on pouvait faire pour le classement général. On n'en avait pas parlé la semaine dernière, alors on va en parler aujourd'hui. Les sprinters, évidemment, avec quand même un homme qui se détache du lot, Mats Pedersen, assez largement maillot vert, vainqueur du maillot vert avec 223 points d'avance sur Fred White, soit plus du double de points de son dauphin. 3 victoires d'étape au sprint sur cette Vuelta, sachant que c'était ses premières victoires d'étape au sprint sur un grand tour. Il avait déjà gagné sur le tour, mais c'était en échappé. Est-ce que pour le Danois, on peut dire que c'est un nouveau tournant dans sa carrière, après, par exemple, son titre de champion du monde en 2019? Non, pour moi, c'est pas un tournant. Parce que, en fait, faut regarder le plateau, en fait. Quand tu regardes le plateau, c'est le meilleur sprinter. Donc, il était censé gagner les étapes qu'il a gagnées. Limite,
Ouais, quoi, la plus impressionnante, celle où il suit Roglic et il arrive après, du coup, une fois qu'il a réussi à suivre Roglic, c'est une formalité. Mais c'est censé être le coureur le plus rapide et moi, je mettrais pas ça du tout comme un tournant au même niveau que sa victoire au championnat du monde qui, elle, a vraiment fait je trouve un déclic dans sa carrière parce qu'avant, c'était un coureur prometteur, il avait fait deuxième d'un ronde, mais en partant en échappée, etc. Enfin, et là, après cette victoire au championnat du monde, il est rentré dans une nouvelle sphère. Là, je pense pas qu'il rentre dans un nouveau monde. C'est ça, quoi. On parle quand même d'un mec qui a fait deuxième du monde dans sa deuxième vraie année au très haut niveau. Il est champion du monde, il a gagné Gent-Wevelgem, il a gagné sur le Tour, il a gagné d'autres semi-classiques, kurdes notamment. Il fait plein de top 10 cette année encore sur plein de classiques au printemps. Il gagne sur le Tour, les 3 étapes de la Vuelta. Pour moi, c'est un tournant de rien du tout, quoi. Surtout qu'il les gagne au final dans des sprints où il manquait un peu de monde, il n'y avait plus tous les sprinters. C'est plus des victoires logiques pour toi? C'est des victoires logiques, quoi. C'est comme l'année où Trentin et le maillot vert en gagnant plein d'étapes. Forcément, quoi. T'as envie de dire, vu le plateau, c'est logique que ce mec-là il gagne. Et à partir du moment où t'as des sprints en peloton plus ou moins réduit ou sur un terrain un peu difficile, la Vuelta, c'est clairement plus le terrain des sprinters tel que ça a pu l'être par le passé. Et quand t'as la grande avance, depuis qu'ils ont changé le barème, t'as plus aucun mec du général qui peut se retrouver bien classé par hasard. Quand t'as un seul mec qui se retrouve à vouloir le jouer et qui a des sprints intermédiaires qui donnent beaucoup, après là c'est la discussion qu'on avait déjà eue sur le Tour, le barème rend très facile la possibilité d'écraser ce classement si on a un seul coureur qui le gère. Pour un tournant, mais ça peut être une confirmation de son niveau et on attend maintenant à ce qu'il y ait une autre très grande victoire dans les années à venir. Et Louis, de ton côté, tournant ou confirmation pour Mats Pedersen? Moi, ça sera pas un tournant. L'exemple qui me vient en tête, c'est Matteo Trentin sur la Vuelta 2017, qui pareil avait remporté 4 étapes. Je crois Mats Pedersen, c'est 3 cette année, c'est ça? Ouais. 3 et avec 4 places de deuxième. Un peu dans le même style, avec un plateau un peu plus faible. Mais par contre, voilà, on a vu pour Matteo Trentin, ça n'a absolument rien changé dans sa carrière. Je crois même que depuis, il n'est pas aussi performant qu'il l'était avant. Donc, et juste la différence, c'est que Trentin, il termine deuxième du classement par points parce que Froome lui chip le maillot sur la dernière étape de mémoire. Et c'est qu'il fait des points pour conserver le maillot vert, ouais. Ouais, c'est ça. Parce qu'à l'époque, c'était justement le barème auquel faisait référence Geoffrey, c'est-à-dire que toutes les étapes attribuaient le même nombre de points, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui depuis l'année dernière. Voilà. Donc là, vu que Pedersen gagne plus facilement grâce au barème son classement par points, qui est mérité là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire, il a été régulier sur les sprints. Mais en tout cas, même si pour moi c'est un meilleur sprinter que Trentin au moment où il a remporté ses 4 victoires, Pedersen, ça va pas changer quelque chose dans sa carrière. Ça reste un sprinter qui est très rapide dans les arrivées massives, mais intrinsèquement, il est moins rapide qu'un Groenewegen, qu'un Jacobsen sur un sprint plat, même s'il a été capable de belles choses. Pedersen, ça va rien changer dans la hiérarchie des sprinters ou alors peut-être qu'il va prendre un peu plus confiance en lui, mais je le vois pas. Je le vois toujours un cran en dessous des meilleurs sprinters. Je vois pas où est-ce que ça va changer. Mais en tout cas, pour son palmarès, c'est très bien. Ça va le garnir un petit peu plus. Ce qu'on peut dire pour nuancer quand même le propos que j'ai tenu avant, c'est que c'est pas la Vuelta qui va être le tournant, mais peut-être sa saison 2022, parce que il a fait une saison 2022 particulièrement prolifique. Et c'est la première fois il est vraiment à ce niveau-là et qu'il est constant toute l'année à un très très haut niveau. Et ça peut être un tournant sur les années à venir. Peut-être qu'il va réussir à être plus constant et à vraiment scorer tout au long de l'année. Ça, voilà. Mais la Vuelta, non, pour moi, ça sera jamais un tournant. Oui, sachant que là, cette année, il est à 9 victoires, dont 5 victoires en World Tour, 3 sur la Vuelta, 1 sur le Tour de France et 1 sur Paris-Nice. Et 2 sur le circuit de la Sarthe. Même si c'est pas World Tour, ça mérite d'être signalé. et il aurait dû gagner le général, mais bon. Et une en force au Tour de Belgique aussi, ça compte. Bon, et pour finir, la première étape de l'étoile de Bessèges. Comme ça, voilà, tout son palmarès est fait de 2022. Un petit mot aussi sur les autres sprints qu'on a eu, les autres sprinters qui se sont illustrés. On a eu 2 victoires d'étape de Sam Bennett, une victoire de Caden Groves et une victoire sur la dernière étape de Juan Sebastián Molado. Tu confirmes bien l'état du niveau des sprinters sur la Vuelta. Bennett était quand même semblait fort.
Il semblait Ouais. revenir à un bon niveau, mais il a fait. Voilà, quoi. Il a pas passé Et, la première semaine. Voilà. Donc justement, est-ce que sur les étapes remportées par Mats Pedersen, est-ce que Sam Bennett aurait pu bien le concurrencer? Pas tout. toutes. Clairement, Ah ouais. l'étape en circuit avec, comment dire, le Pielago, j'ai plus le nom de la ville d'arrivée avec cette étape-là. Je pense pas qu'il aurait été parmi les coureurs du peloton, Sam Bennett, ce jour-là. Ah, l'étape de Talavera de la Reina avec le double... C'est ça, le circuit avec un col Ouais, roulant. c'est ça, la 19e étape. Donc oui, il y avait pas mal de sprinters qui étaient passés par la fenêtre. Bah, quand Miguel Angel Lopez fait 9ème de l'étape, c'est qu'il y a pas mal de sprinters qui sont passés par la fenêtre. Hein. Et voilà, Sam Bennett, justement, Sam Bennett, lui, c'était cette Vuelta, elle arrivait après une saison compliquée un petit peu pour lui. Ah bah clairement, je pense que ça lui fait du bien hein, de se voir parce que alors je sais pas si je dis bêtises. Ah non, j'allais dire qu'il avait gagné, il avait pas encore gagné cette année. S'il avait gagné À Francfort. la classique de Francfort, mais franchement, il manquait de confiance. Surtout qu'à la base, il était censé faire le Tour de France et finalement non. Du coup, franchement, je pense que ça fait du bien pour lui, surtout que je l'aime bien et que c'est un super sprinter, donc je suis content. Je suis content de l'avoir vu gagner ces étapes. Et puis son retour chez Bora a été compliqué sportivement. Il a eu une mi-août relativement bonne, parce que en plus de ses deux victoires consécutives sur la Volta aux Pays-Bas, il fait une bonne place au championnat d'Europe. Donc ça peut peut-être commencer à revenir, à voir qu'est-ce qui est prévu pour lui là dans les courses de fin de saison, et puis la manière dont il redémarrera l'année prochaine. Mais après un beau passage à vide pour des raisons aussi extrasportives en 2021, on peut peut-être espérer le retrouver à un très bon niveau l'année prochaine. Et on va dire pour faire un peu la liaison entre ces 3 victoires cette année, Francfort et les 2 victoires sur le Tour d'Espagne, on va dire ce que j'ai un peu envie de mettre en avant pour ma part, c'est le fait que sur ces 3 victoires, il est magnifiquement emmené par Danny Van Poppel aussi. Notamment alors les exemples que j'ai le plus en tête, c'est sur la Volta, mais Danny Van Poppel, à quel point vous pensez qu'il compte dans les victoires de Sam Bennett? C'est un peu particulier Daniel Van Poppel parce que, enfin, quand il lance son sprint, t'as presque l'impression qu'il veut vraiment s'arrêter de sprinter à 50 mètres de la ligne. C'est pas un lanceur classique qui fait, j'ai l'impression qu'il fait son sprint un peu à part, mais genre 50 ou 100 mètres plus tôt qu'un sprinter normal. Et ça emmène. Je trouve que c'est un lanceur assez particulier. Et ça a l'air de fonctionner avec Bennett, mais c'est pour ça que lui, en fait, à chaque fois, il finit bien sur les étapes auxquelles il participe, enfin les sprints auxquels il participe en tant que poisson pilote, parce que ouais, il fait le sprint quasiment en même temps que le sprinter, quoi. Bah c'est ça, souvent il finit dans le top 10, et après c'est un coureur qui a pas nécessairement été beaucoup poisson pilote, qui a parfois été plus à jouer sa carte dans des petits sprints. La relation poisson pilote sprinter, si elle se retrouve à être très forte, ça peut se retrouver à bien l'aider. Donc les deux arrivent chez Bora, donc j'ai pas en tête la durée des contrats, mais ça me surprendrait que les deux aient signé juste pour 1 an. Donc si la paire se retrouve à continuer à être productive par la suite. Ils sont également sous contrat pour l'an prochain chez Bora. Ouais, les deux pour 2 ans. Donc parce que j'ai en tête aussi le sprint à Francfort, et il me semble que Van Poppel fait aussi un bon truc ce jour-là. Fait 5, oui. En plus, voilà. Donc si la paire se rôde encore un peu plus dans la préparation de l'année prochaine, dans des petites semi-classiques là en fin de saison, ça peut amener à quelque chose de très efficace l'année prochaine. Bah, surtout s'il se rôde pendant l'hiver. S'il se rôde en tant que vrai poisson pilote et vrai sprinter, ça peut encore faire des plus belles étincelles. Et bien on verra ça justement pour l'an prochain, et même pourquoi pas également sur cette fin de saison 2022, l'association, le binôme Danny Van Poppel et Sam Bennett dans les sprints chez Bora Hansgrohe. Pour finir sur cette Vuelta, on va faire bien évidemment quand même le bilan de nos Français sur ce Tour d'Espagne. Alors, je vais reprendre ce que vous disiez, Théo et Louis, la semaine dernière, à une semaine de l'arrivée. Vous disiez, c'était pas dingo, c'était pas fou, mais c'était pas vraiment une déception, une petite déception quand même. Il y avait des circonstances atténuantes.
À la fin de cette Vuelta, une semaine plus tard, Théo, Louis, est-ce que vous maintenez ce bilan de nos Français? Oui. Bah, malheureusement, oui, parce qu'en plus, on n'a même pas eu la victoire d'étape qu'on aurait pu attendre. Je pense qu'on a manqué le coche sur l'étape de mardi, il me semble, où Paché fait 2. Pour moi, c'est l'étape où on est passé le plus proche, vraiment. On était 5 sur 14, il me semble, dans l'échappée, avec des bons coureurs. En plus, on avait du Ali Jaber de mémoire, du Champoussin, et il y a du Guglielmi, puis je sais plus qui était le dernier, Et peut-être Kenny un Elissonde, Nicolas. Kenny Ouais, Elissonde, voilà. Idisson, ouais, c'est ça. Sur l'étape Et- remportée par Rigoberto Urán, mercredi. Voilà, c'est ça. On n'est pas passé loin. C'était vraiment le bon jour. Paché il finit dans la roue de Uran, donc c'est pas passé loin. Ça aurait pu scorer, mais bon, le problème, c'est que ça change totalement le bilan, quoi. Même si la prestation est comme on l'a déjà dit la semaine dernière, c'est pas foufou, mais c'est pas catastrophique. On a des circonstances atténuantes avec l'abandon d'Alaphilippe et de Sivakov pour Covid, et Alaphilippe c'était surchute, et puis un Pinot qui était pas forcément à 100%. Donc on a des circonstances atténuantes, mais voilà, on n'oubliera pas que le maillot rouge de Rudy Mollard, c'est sûr, c'est pas grand chose, ça compte pas comme une victoire, mais porter le maillot rouge pendant une journée, ça reste un bon moment. Euh, Elie Geber a fait une bonne étape sur une longue arrivée en altitude, j'ai plus le nom, ou enfin celle que Carapaz gagne, où il fait une super arrivée. Puis Paché qui a fait de bonnes étapes, je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais en plus la deuxième place vient confirmer sa bonne prestation avant son abandon sur chute. Mais voilà, il y a de bonnes choses, mais ça reste pas une bonne Vuelta, c'est sûr. Théo, de ton côté, le même bilan que la semaine dernière, ça a pas Oui, pu changer? c'est ça, mais je suis d'accord avec ce que vient de dire Louis, hein. C'est vraiment ma vision des choses. C'est dommage parce que la victoire était vraiment proche avec Paché. Mais bon, on l'a pas eu, mais en même temps, est-ce que c'est surprenant de ne pas avoir de victoire française? Bah, pas tant que ça, quand tu vois. En fait, à chaque fois, on est tombé sur plus fort. Du coup, bah, tant pis. C'est pas alarmant sur l'état du cyclisme français, en fait. C'est ça qu'il faut en tirer. Il faut pas en tirer des conclusions alarmantes sur, oh là là, les Français, ils sont pas bons, etc. Non, le plateau était pas fou au niveau français. Ils ont pas réussi à gagner, mais voilà, ça ne remet en cause, enfin, ça ne remet pas en cause leur niveau général. On va rappeler justement les performances de nos Français. On a au total 3 podiums sur les étapes, avec Brian Cocard deuxième derrière Mats Pedersen à l'arrivée à Montilla, 13e étape. Quentin Paché deuxième à la 17e étape derrière Rigoberto Urán. Et Rémi Cavagna troisième du contre-la-montre remporté par Remco Evenepoel. Le premier Français au classement général, c'est Thibaut Pinot, 17e. Et on a également eu Rudy Mollard qui a porté le maillot rouge, puisqu'on est en Espagne, pendant une journée entre Primoz Roglic et Remco Evenepoel. Geoffrey, est-ce qu'on peut dire, comme le disait Théo, que pour résumer, c'est dommage? Ouais, c'est dommage, c'est sûr que ça aurait pu être mieux. On se retrouve avec un bilan, quelques placettes aux courses dans des étapes qu'on va vite oublier. On a un Thibaut Pinot qui finit premier français à 17e, c'est peut-être la première année où il finit 2 grands tours la même année. Mais enfin, le bilan général des Français sur les 3 dernières semaines sur la Vuelta, j'ai envie de dire, on s'en fout. Que Cosnefroy il a gagné à Québec. On l'a la belle performance récente. Un coureur français qui gagne une classique face à un beau plateau à quelques semaines des championnats du monde. Côté français, j'ai plus envie de parler de ça parce que ouais, quoi, il y a des places d'honneur sur la Vuelta, mais on n'a pas gagné. Il y en a un qui a eu le maillot rouge grâce à une échappée. Bon, je veux dire, ce qui t'a parlé du bilan français et Théo parlait de l'état général du cyclisme français, j'ai envie de dire que le bilan des Français sur la Vuelta 2022, on s'en fout. On s'en fout, c'est oubliable. Il y a eu des beaux trucs, mais rien de marquant. À côté de ça, on en a un qui gagne une classique face à un énorme plateau. Voilà, quoi. Et un autre qui a bien joué sa carte et qui finit 5e sur 5 dans un sprint, mais en tentant d'anticiper très belle manière face à, là aussi, un groupe de 5 qui gagne, c'était quand même pas rien. Oui, justement, rapidement, avant de terminer ce podcast,
le week-end qu'on a eu à Québec et Montréal avec la victoire de Benoît Cosnefroy, Grand Prix de Québec, et la 5e place de David Gaudu, Grand Prix de Montréal remporté par Tadej Pogacar. Là, c'était 2 très belles perfs pour nos Français. Bah, c'est ça, et quitte à évoquer les perfs du cyclisme français, il y a aussi Clara Copponi qui a remporté le Grand Prix de Fourmies. Bien évidemment. Évidemment. Ce que je retiens en tout cas pour la victoire de Cosnefroy à Québec, c'est surtout la manière. Son attaque à une borne 5 de l'arrivée, elle était vraiment tranchante. Bah, il sort tout le monde de la roue. Alors certes, c'était pas Van Aert dans la roue, c'était, je sais plus, je me demande si c'est pas Guerrero ou Paulès d'IF, avec Bardet qui était, il me semble, en 3-4e position. Mais il les a vraiment sortis de la roue, quoi. C'était impressionnant. Et c'est une des plus belles attaques que j'ai pas vues depuis pas mal de temps. Mais ouais, celle-là, elle était marquante. Et le revoir à ce niveau-là, après une saison un peu en délicatesse, il y a eu l'Amstel où il fait 2e pour quelques millimètres. Mais derrière, c'était plus compliqué. Les problèmes d'allergie l'ont pas aidé. Et le revoir à ce niveau-là, alors qu'au mois d'août, même, il déclarait que les mondiaux, c'était pas dans ses plans par rapport au voyage. Et il était, je pense, conscient que son niveau affiché au mois de juillet n'était pas suffisant. Mais le revoir avec cette forme à ce moment-là de la saison, ça donne de bons présages pour la suite. Bon ben voilà, on finit sur une note bien positive pour nos coureurs français, avec ces courses, ces classiques World Tour de l'autre côté de l'Atlantique, au Québec. Voilà, donc pour refermer ce podcast de débriefing de la Vuelta, même si on a un petit peu débordé sur les autres courses qui étaient en parallèle avec Québec, Montréal et Fourmies, je sais que Geoffrey y tient. Geoffrey, Théo et Louis, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie aujourd'hui pour ce podcast débriefing de la Vuelta. Pour le prochain podcast, on se retrouvera la semaine prochaine pour la présentation des championnats du monde qui arrivent très rapidement, avec le contre-la-montre individuel qui arrive dès ce dimanche. Donc voilà, les mondiaux qui seront en Australie, un élément à prendre en compte puisqu'un certain nombre de coureurs de grands noms ont dit qu'ils n'iraient pas de l'autre côté du globe par décision personnelle ou par décision de leur équipe. En attendant la semaine prochaine pour la présentation des mondiaux, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, avec une super presse des mondiaux, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup, et à bientôt dans Chasse Patate!